Oui, bonjour à tous. Je vais peut-être corriger quelques petites choses qui ont été dites. D'abord, Patrick Pochet, je suis directeur de l'énergie, de l'écologie et du développement durable, donc pas seulement du développement durable, ce qui fait que j'ai une mission un petit peu plus large. Ensuite, je vais revenir sur cette question, et c'est très intéressant, la dernière question qui est évoquée sur adaptation-atténuation. Paradoxalement, avec les plans climat et les premières générations de plans climat, les collectivités ont travaillé plus sur l'atténuation que l'adaptation. C'est pas qu'on ne connaissait pas les problèmes d'adaptation, simplement qu'on commençait par prendre le problème par le bilan carbone et finalement le bilan de gaz à effet de serre. Et en voulant réduire les émissions, on ne s'est pas trop préoccupé des questions d'adaptation, ou en tout cas on ne les a pas tout de suite comprises ou vécues comme étant un élément essentiel de la démarche des collectivités. Au bout d'un certain temps, les collectivités se sont aperçues quand même que l'atténuation c'était bien, réduire les émissions de gaz à effet de serre c'était bien, mais si tout le monde ne le fait pas en même temps, et s'il n'y a pas des décisions très fortes prises au plan international, c'est comme un puits sans fond. La collectivité peut y investir énormément d'argent et n'avoir jamais aucune répercussion immédiate, perceptible par les citoyens. Or, vous savez quand même que dans les collectivités, il y a des élus, et ces élus sont au contact des citoyens, et les citoyens leur disent des choses. Et donc, cette question politique, elle est très importante parce que finalement, on est arrivé à l'adaptation par refus de travailler sur l'atténuation, mais quand même par un certain nombre d'interrogations. Et bizarrement, ce n'est pas l'adaptation qui a été le premier sujet évoqué. On est arrivé à l'adaptation sur le constat d'un certain nombre de dégradations locales, pas tellement sur les coûts induits dont parlait Olivier, mais pourtant c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire les coûts au fait qui paye, qui paye pour l'adaptation. On voit là les polices d'assurance, donc ce sont plutôt les particuliers. Est-ce que c'est les collectivités qui payent le coût de la dégradation et des périodes de forte chaleur dans les sites urbains? C'est pas encore si évident que ça, et en tout cas c'est pas vécu comme tel. Par contre, on voit bien que effectivement la vulnérabilité et l'impact donc de ces périodes de forte chaleur sur les sites urbains commence à marquer les collectivités sur deux aspects. Un aspect qui est effectivement sanitaire, sur lequel on reviendra, et puis un aspect qui est plus économique. Alors sur l'aspect économique, ça a déjà été évoqué par Olivier précédemment, mais on peut distinguer deux questions. Il y en a une, effectivement, qui est évoquée, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut, par exemple, et c'est les questions que se posent les collectivités, est-ce qu'il faut signer des délégations de services publics sur des réseaux de chaleur urbains sur 30 ans? Est-ce que effectivement, on ne va pas, de toute façon, comme on le sait, compte tenu de l'inertie du phénomène, gagner de toute façon un certain nombre de degrés qui vont faire que nos contrats de réseau de chaleur urbain, qui sont pourtant assez cohérents d'un point de vue distribution de l'énergie collective, est-ce qu'ils ne sont pas remis en cause au bout de 10, 15, 20 ans et deviendront complètement absurdes dans l'équilibre énergétique que nous recherchons à l'horizon 2050, par exemple, puisque pour ce qui concerne Bordeaux Métropole, on a la prétention et l'ambition d'être une des premières métropoles à énergie positive à l'horizon 2050. Donc on voit bien que c'est d'abord un questionnement par rapport à nos réseaux de chaleur, par exemple, mais c'est aussi un questionnement par rapport à la question du traitement des îlots de chaleur urbains. Alors, Essic a beaucoup évoqué la question de l'arbre. Nous, on voudrait plutôt parler de couverture végétale, parce que l'arbre évapotranspire, il n'y a pas que l'arbre qui évapotranspire, et ça peut être aussi tout un... Bon, ils le savent bien, c'est pour les taquiner que je le rappelle. Du point de vue de la collectivité, on essaie de hiérarchiser les choses. Pour nous, la pire des solutions, le 0 sur 20, c'est ne rien faire. Ne rien faire, on voit ce que ça fait en période de forte chaleur. On a une multiplication des systèmes individuels de climatisation qui vont évidemment faire en sorte que la puissance appelée va être augmentée de manière très forte en site urbain. Plus nous serons nombreux, plus ce phénomène sera amplifié, plus vous aurez de systèmes individuels, plus ils vont rejeter dans l'espace public de chaleur, et plus évidemment on va avoir besoin de rafraîchir les espaces intérieurs. Donc on est là sur un système qui ne peut pas tenir, que nous allons devoir payer collectivement si nous ne le prenons pas très très vite en compte, c'est la multiplication des systèmes individuels sans traitement par le végétal ou par des moyens de rafraîchissement collectif. Dans la hiérarchie, deuxième possibilité, un peu mieux,
c'est effectivement des systèmes collectifs de rafraîchissement. Mais là, on se heurte à des villes qui sont déjà très construites. Donc on va pouvoir développer ce type de réseau froid de climatisation sur des zones fortement mutables, ce qui est le cas de certaines villes, mais qui ne sera pas le cas partout. Et encore une fois, partout où la ville est déjà construite, on n'arrivera pas à tirer des réseaux. Donc c'est dans la hiérarchie évidemment de ces réseaux de froid, on va avoir les réseaux qui feront appel à des énergies renouvelables. On commence à extraire des calories, enfin des frigories, pardon, des fleuves. On commence à extraire des frigories à partir d'échangeurs de nouveaux types. Mais pour l'instant, ce qu'on voit surtout, c'est des réseaux d'eau glacée qui sont eux-mêmes liés plutôt aux énergies fossiles. Donc on va rechercher des systèmes collectifs, mais plutôt dont le vecteur énergétique source sera une énergie renouvelable. Et puis la meilleure solution aujourd'hui, c'est une solution plutôt combinée où on va rechercher à mettre en place des systèmes passifs. Alors ça a été largement décrit par Olivier Papin. Les systèmes passifs, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement d'utiliser au maximum la couverture végétale. Alors, c'est pas si facile que ça, hein, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que on a quand même une force antagoniste dans cette affaire qui est qu'on cherche à densifier les sites urbains pour éviter l'étalement urbain. Et quand on densifie, eh bien évidemment, le foncier a un prix, et on le sait tous, il a un prix assez élevé dans la plupart de nos grandes agglomérations. Et donc, quand vous mettez un arbre, eh bien, c'est un manque à gagner, direct, immédiat, même si ce n'est pas forcément comme ça qu'on réfléchit tous et qu'on pense. Il y en a qui réfléchissent comme ça et qui voient que c'est un manque à gagner immédiat pour de la valorisation foncière. Donc, il faut être effectivement capable de conseiller. Et ce qui nous semble, nous, aujourd'hui, le plus intéressant comme approche, c'est ce qui a été évoqué, c'est j'investis dans ma couverture végétale, donc je conseille mon aménageur, dans le même temps, eh bien, je vais dimensionner au mieux mes moyens de production d'énergie électrique. Donc, je ne vais pas surdimensionner parce que ma couverture végétale va finalement me permettre ici de ne pas avoir à construire un nouveau poste de transformation, là de ne pas avoir à renforcer mes réseaux de distribution d'énergie électrique. Et puis, de ce conseil et de ce travail commun systémique, eh bien, on va aussi traiter un certain nombre d'autres sujets, d'autres problématiques urbaines, qui sont la pollution, qui sont les épisodes de forte chaleur qui ont des conséquences sanitaires, comme par exemple, on a démontré à Bordeaux récemment une augmentation des problèmes cardiaques le lendemain des pics de pollution à l'ozone, qui sont liés aux épisodes de forte chaleur, et puis un certain nombre de maladies chroniques que nous retrouverons associées à ces périodes de forte chaleur. Donc, un problème, une couverture végétale à laquelle on va demander d'être multiservice, une approche systémique qui peut aller jusqu'à une réorganisation ou une revue de nos modes de vie, au fond, un décalage de nos périodes de travail journalières, un certain nombre de choses qu'il nous faut évoquer maintenant sur la façon de vivre la ville qui effectivement vit chaque année des périodes toujours plus longues avec des possibilités de rafraîchissement toujours plus courtes et qui effectivement pénalisent énormément ceux qui vivent et travaillent en ville. Voilà. Donc voilà ce que je voulais rappeler. Pour nous, collectivités, il y a un enjeu financier, effectivement, qu'il nous faut le plus rapidement possible savoir quantifier, parce qu'on ne pourra pas convaincre les élus si on n'est pas capable de dire effectivement ce que cela représente en termes de coûts évités, et pas à des échéances de 40 ou 50 ans, parce que ça, on aura du mal à bâtir des politiques publiques sur des échéances aussi lointaines, et on le sait bien, sur effectivement les coûts évités, l'anticipation et finalement aussi l'activité économique générée par ce secteur qui lui aussi peut être considéré comme un secteur d'activité générant de l'activité économique et donc de l'emploi. Peut-être juste du coup rappeler donc sur la partie l'eau de chaleur qui a été traitée à Bordeaux. Donc, alors
on a un petit peu, oui, travaillé sur cette question à Bordeaux. Comment est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé sur la base des images satellites de Landsat. On s'est aperçu que finalement c'était une définition suffisante pour faire du prédiagnostic d'îlots de chaleur. On s'est aperçu qu'il était intéressant de travailler sur différents sites urbains différents, donc de regarder quelles pouvaient être les préconisations à faire sur des sites qui étaient à différents stades d'évolution, de progression, d'aménagement, soit des sites en forte mutation, soit des sites déjà très construits. On retrouve des préconisations assez classiques sur tous ces sites. Ça va être, quand le quartier est déjà construit, ça va être effectivement d'ajouter une couverture végétale et de faire quelques recommandations sur le renouvellement des équipements publics, notamment sur la couleur des revêtements. Donc on retrouve des recommandations relativement classiques. Et puis quand on est sur un quartier à construire, eh bien c'est effectivement essayer de limiter la puissance appelée par le dimensionnement des postes de transformation, par le dimensionnement des réseaux, et donc un peu forcer la main des aménageurs pour qu'ils suivent l'évolution de l'impact en termes d'îlots de chaleur de leur projet d'aménagement. Alors, je disais donc, comme vous le voyez sur cette carte, que les îlots de chaleur à l'échelle du territoire, on peut les suivre très facilement, finalement parce qu'on a cette antériorité du passage de notre satellite qui nous permet de regarder et d'observer non seulement que malheureusement nos îlots de chaleur ont tendance à augmenter avec l'urbanisation, mais qui nous permettent aussi de repérer un certain nombre de sites sur lesquels on peut cultiver. Par exemple, sur Bordeaux Métropole, on sait à l'échelle macroscopique, à l'échelle de l'ensemble de la métropole, on sait que les vents chauds nous viennent du sud et que, effectivement, d'un point de vue macroscopique, on a tout intérêt à maintenir une grande forêt végétale au sud de la métropole pour faire obstacle à ces vents chauds qui viennent du sud. Plus sérieusement, quand on analyse à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle du quartier, eh bien effectivement on voit et on repère ce qu'on peut qualifier comme des îlots de chaleur un peu naturels qui sont liés à la topographie, qui vont être effectivement liés évidemment au revêtement, à la nature des revêtements, et sur lesquels on va pouvoir faire un travail spécifique lors de l'aménagement urbain. Là, c'était simplement pour rappeler qu'on peut également avoir des images plus fines à partir de survols ULM, donc qui donnent des images un peu plus agréables à l'œil, mais qui finalement n'amènent pas ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux satellites, finalement, amènent juste un confort visuel plus intéressant, mais n'amènent pas plus d'informations. Par contre, c'est vrai que quand on veut communiquer, il y avait eu un souhait de communiquer pendant la COP sur ce sujet-là. C'est pas mal d'avoir ces images un peu plus fines parce que pour les habitants, ils n'ont pas besoin d'exercer leur œil à identifier les îlots de chaleur, on les voit très bien à l'échelle des rues, à l'échelle des places sur le territoire. Alors du coup, par effet de miroir, les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur, on va retrouver tous les aspects de fraîcheur de la Garonne, les parcs et jardins, les coteaux de la rive droite bordelaise. Enfin, c'est vraiment de pouvoir comme ça voir les deux aspects qui sont intéressants. Alors, ce dernier point, je crois, il y en a encore quelques exemples. Oui. Ça, c'est un outil sur lequel on travaille, donc avec ESIC. Enfin, c'est ESIC qui le développe, et au départ à notre demande, puisque nous avons, comme vous le savez peut-être, à Bordeaux, énormément de projets urbains, de projets en cours, de projets d'aménagement, et que ces projets, on a souhaité qu'ils n'échappent pas dans leur conception, leur réalisation, à cette réflexion sur les îlots de chaleur urbains. Et donc, il nous a semblé important de construire à minima un outil de dialogue avec les aménageurs pour leur faire découvrir le problème, mais surtout pour leur permettre de manière très simple, sans être expert ni spécialiste du sujet, de suivre et de vérifier ou valider en tout cas l'impact en termes d'ICU des choix
tout au long de leur projet, que ce soit à partir du plan guide jusqu'à la réalisation du quartier et à l'échelle de l'îlot et même du bâtiment, pour qu'ils puissent mesurer l'impact des choix qui sont les leurs et des arbitrages qu'ils font sur ces aménagements urbains. Alors on a donc créé une échelle, ça je vais laisser Olivier Papin la décrire, on a créé une échelle évidemment qui, on le sait, est fausse d'un point de vue valeur absolue, ou en tout cas calée comme on l'a pu et étalonnée comme on l'a pu, mais par contre qui prend du sens en valeur relative dès lors que on reste dans la même échelle et que on travaille sur cette même échelle. Et donc là on voit sur l'image effectivement. Bon, on voit rien pour l'instant, on voit un certain nombre de lieux potentiels et puis on va voir, j'imagine, leur représentation en termes de d'émissions. L'idée derrière cet outil, c'est qu'il existe des méthodes, des logiciels qui permettent de modéliser un quartier, une place et d'étudier spécifiquement les îlots de chaleur urbains. Mais souvent, quand on arrive sur un projet ou un quartier aménagé, il n'y a pas forcément le temps ou le budget, ou les deux d'ailleurs, de faire cette modélisation. Donc l'idée de notre réflexion avec Bordeaux Métropole, c'était de dire il faut qu'on propose un outil simple qui permette de mettre ce sujet sur la table. Et donc comment on met ce sujet simplement sur la table? C'est finalement en simplifiant la problématique et en expliquant qu'on a défini 9 tranches de température et vous voyez il y a des illustrations qui montrent que en fait ce qui est le plus frais c'est des parcs arborés dans lesquels on va retrouver la présence de l'eau. De manière intermédiaire, on va retrouver les pelouses non irriguées et puis ensuite les quartiers résidentiels avec un peu d'espace vert. Et puis plus on va aller vers le chaud, plus on va retrouver la ville dense. Et puis ce qui est le plus chaud, que nous on a constaté comme plus chaud sur l'ensemble des diagnostics îlots de chaleur qu'on a pu mener, c'est les zones d'activité et les parkings sans ombre, puisqu'on a un matériau qui stocke très bien la chaleur, qui a une belle couleur foncée et qui donc va monter à plus de 60 degrés. Le point chaud record sur un parking, c'était 70 degrés. Donc en fait, on va définir ces 9 tranches de température et on va affecter finalement l'ensemble des surfaces selon ces 9 tranches. Donc on calibre finalement le projet d'aménagement en fonction de ces 9 tranches et en fonction d'éléments dont on sait que ce seront les points chauds et les points froids. Et on définit comme ça un profil de répartition des températures, donc soit du territoire, soit du projet d'aménagement actuel ou du projet d'aménagement futur. Et finalement, on va donner ce qu'on appelle un score qui permet finalement d'évaluer le projet. Et l'idée de ce score, c'est de se dire, en fait, en fonction du scénario de base et du scénario alternatif, comment ce score il évolue. Alors évidemment, c'est un outil simplificateur, donc il y a des limites et des garde-fous, en tout cas avoir en tête ce que l'outil peut faire et ce qu'il ne fait pas. Les conditions climatiques d'aujourd'hui et de demain sont différentes entre un projet passé et un projet actuel. Si on veut évaluer l'impact d'un aménagement qui a déjà eu lieu, il faut faire attention, les conditions climatiques sont différentes, la teneur en eau des sols est différente, enfin, les températures de surface, on les connaît bien, les températures ambiantes sont plus difficiles à évaluer parce qu'il faut tenir compte des vents urbains. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'on a choisi de s'affranchir de la notion de température absolue et on parle plutôt de tranche de température parce que c'est très difficile de dire ce projet d'aménagement dans le quartier il fera plus 4 ou plus 5 degrés. Cette température de surface elle sera à 55 ou 58 degrés. Par contre c'est beaucoup plus simple de dire cette zone chaude sera encore plus chaude à l'avenir et inversement si on travaille on va changer de tranche. Donc c'est un peu la logique de l'outil. Donc on a fait le calcul sur plusieurs sites. Donc là on en a relevé 2. Un premier c'est les quais de Bordeaux. Donc sur la photo à gauche vous voyez que le magnifique miroir d'eau d'aujourd'hui, qui est un très bel îlot de fraîcheur du territoire, était à l'époque un parking. Donc forcément par la politique d'aménagement on a réduit l'îlot de chaleur. Et donc si on fait tourner l'outil avant-après, on obtient un score qui passe de 0,48 à 0,40. Donc une réduction de l'effet îlot de chaleur sur l'ensemble des quais, pas que sur cette place-là. Donc là l'idée c'est bien de valoriser ce qui a été fait et de montrer que les politiques d'aménagement permettent une réduction de l'aspect îlot de chaleur, mais on ne s'engage pas sur la température. Là comme c'est une opération qui a eu lieu, on aurait pu faire des photos infrarouges avant-après, mais à l'époque où ça a été aménagé, on ne parlait pas encore des îlots de chaleur. Mais en tout cas, on peut comparer 2 états avant-après d'une politique d'aménagement. Et puis, on peut le faire également sur un état
actuel et un état futur. Donc là, c'est une zone commerciale qui est en mutation. Donc il y a un magnifique îlot de chaleur, puisque vous voyez que le score ICU est de 0,69 avant le projet. Donc si je reprends la slide précédente, les quais de Garonne, alors qui bénéficient évidemment de la fraîcheur de la Garonne, sont plutôt à 0,5. Là, on était déjà beaucoup plus élevé, puisque l'échelle va de 0 à 1. Et donc ça va être transformé en quartier résidentiel, qui peut être, qui d'une part en tant que quartier résidentiel sera moins chaud qu'un aspect zone d'activité, et qu'on peut ensuite maximiser en termes d'effet îlot de fraîcheur par un travail sur la végétalisation, la perméabilité des sols, la couleur de la ville, et faire en sorte qu'on arrive à un score ICU qui est de 0,51. Donc c'est pas tant la valeur en elle-même qui nous intéresse, c'est plutôt un prétexte pour discuter de ces sujets-là avec les aménageurs, qui est un sujet que souvent ils découvrent. Après, peut-être, je voudrais quand même rappeler quelque chose, c'est pas nouveau hein, tout ça. Il y a 25 ans, San Francisco a évité la construction d'une centrale de production électrique simplement en modifiant très légèrement la teinte de la tuile et en obtenant un accord des fabricants de tuiles sur l'ensemble du district de San Francisco pour que ces tuiles soient plus claires de 2 ou 3%. Donc ce que l'on dit là, encore une fois, n'est pas nouveau et a déjà été pratiqué ailleurs. Alors il est vrai qu'à l'époque, celui qui avait inspiré cette action avait été l'ancien conseiller pour l'énergie de Jimmy Carter. C'était quelqu'un de particulièrement pointu, mais il n'empêche qu'on ne fait que redécouvrir des choses existantes et on n'invente rien. Ouais. Alors voilà un petit peu pour l'exemple de Bordeaux Métropole et puis le point de vue d'une collectivité. On peut passer à une dernière phase de questions-réponses avant de rendre la parole à Mathilde pour la conclusion. Donc Victor, si tu as peut-être 2 questions, parce qu'on est un tout petit peu en retard. Ouais, alors il y a eu plusieurs questions en fait sur ce thème. Donc, par contre, il y a plutôt une remarque qui paraît intéressante et c'est vrai qu'on n'en a pas discuté par rapport aux îlots de fraîcheur que sont les espaces d'eau. Oui. En fait, c'est vrai que d'après la remarque, voilà, c'est quand même assez important et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé sur la présentation. Oui. Alors effectivement, pour même élargir encore plus la remarque, là on a beaucoup parlé de la végétalisation. La stratégie d'adaptation et même de lutte contre les îlots de chaleur, il n'y a pas que la végétalisation, il y a la place de l'eau, effectivement, qu'elle soit immobile ou en mouvement. Il y a la couleur de la ville, Patrick en a parlé, c'est important. Il y a aussi l'architecture, en fonction de comment on conçoit les bâtiments, que ce soit des approches bioclimatiques ou des approches urbaines, ça va jouer. Il y a l'ombre, il ne faut pas oublier cet outil ultra low cost, ultra low tech, mais suivant comment on positionne l'ombre sur le territoire, on va pouvoir avoir un effet. Donc je plus sois, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas je valide complètement la remarque, il y a effectivement d'autres sujets. Maintenant c'est assez difficile, étant très bavard tous, de réduire la thématique à 15 minutes chacun. Mais il y a bien effectivement d'autres leviers d'action, y compris l'eau. Donc après, il y a une dernière question, je vais essayer de les rassembler un petit peu. C'est par rapport donc aux cartes thermiques. Donc est-ce que c'est une caméra thermique donc sur ELM? Est-ce que c'est une caméra thermique aussi sur satellite? Quelle est la méthode de ces images satellites? Et est-ce que c'est simplement une cartographie des températures assez simpliste ou est-ce que le projet est mis en relation avec des extrapolations de Météo France? Alors, il y a deux choses. Quand on est en image ULM, donc on a un ULM qui va prendre des photos avec une caméra infrarouge, avec plutôt une bonne définition puisqu'il va être en hauteur, donc c'est des caméras spécifiques. Quand on est sur des images satellites, c'est un traitement des données Landsat en fait, qui va être effectué pour convertir les données Landsat en images thermographiques infrarouges de surface. Donc là, c'est à partir de logiciels de traitement qu'on peut obtenir ces images. Et puis du coup, donc ce sont bien les températures de surface. Voilà, donc ça c'est une donnée qui est importante. Par contre, sur la métropole, on avait mis plus de 30 capteurs de température ambiante qui nous permettaient de confirmer que les zones chaudes et fraîches de la métropole, qu'on identifiait à partir des images satellites, étaient bien celles qu'on identifiait et qu'on mesurait à partir des enregistrements de température. Il y a eu des enregistrements de température sur une trentaine de sites fixes. On a laissé tout l'été les capteurs. Il y a eu également des mesures mobiles qui ont été faites, donc avec Alexandre en vélo qui s'est baladé avec son petit thermomètre et qui nous a fait toute une campagne de mesures. Et il y a également eu des campagnes thermographiques infrarouges. Donc on est bien dans la logique de
mutualiser les indicateurs pour vérifier que les conclusions entre les zones fraîches et chaudes sont les bonnes. Et aujourd'hui, sur un autre quartier de Bordeaux, rive droite, on va vers une modélisation du quartier avec des outils informatiques pour à nouveau confronter les images satellites et ce que nous dit la simulation numérique. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs façons d'entrer sur cette thématique cartographique îlot de chaleur du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la dizaine d'études qu'on a menées sur ce sujet, il n'y a pas eu un seul cas où une image satellite nous amenait un îlot de chaleur en température de surface et il n'était pas îlot de chaleur en température ambiante. Donc c'est pour ça qu'on se permet cette approximation de l'îlot de chaleur en température de surface, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de cas de contre-exemple pour lesquels un îlot de chaleur ou de fraîcheur qui avait été identifié par le satellite changeait de catégorie sur le terrain. Donc c'est une bonne façon de rentrer sur ces thématiques sans forcément faire une modélisation complète. Alors ça ne veut pas dire que le travail de modélisation des scientifiques et de Météo France doit être mis de côté, au contraire, il fait progresser les compétences sur le sujet, mais que les cartes satellites infrarouges de surface sont un bon moyen de mettre un premier pied dans la thématique pour la collectivité ou pour le territoire, sans forcément engager tout de suite un investissement important de modélisation. Alors juste pour respecter le timing, de toute façon les questions auxquelles on n'a pas répondu, on s'est engagé à y répondre par la suite, donc on fera une réponse écrite qui vous sera faite passer par la PCC, qui sera diffusée, et donc je vais repasser la parole à Mathilde pour la conclusion de cette webconf. Je vais reprendre la main. Du coup, voilà. Merci beaucoup à vous trois pour votre intervention. Merci également à Victor pour la gestion des questions. Pour faire court, à venir, il va y avoir 2 prochaines webconférences au mois de décembre sur le reporting et le climat, une autre au mois de janvier sur tout ce qui est bilan carbone. Vous recevrez prochainement un email automatique avec du coup les dates exactes pour ces 2 webconférences. Si vous souhaitez également revoir des webconférences parce que vous n'avez pas pu y assister, tout est disponible sur le replay, soit sur le site de la PCC ou soit directement sur la chaîne YouTube de la PCC. Donc vous pouvez revoir ces conférences sur ces 2 endroits-là. Également, comme je vous les ai annoncé en introduction, la PCC donc, représente les professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et si vous êtes donc une collectivité, une entreprise ou un établissement public et que vous avez besoin de vous faire accompagner sur ces thématiques, n'hésitez pas à contacter les membres de la PCC qui sont à votre disposition. Vous pouvez les trouver sur notre site internet, sur l'annuaire du coup qui réunit les membres de la PCC. Et vous pouvez les sélectionner donc, soit par localisation, soit par zone géographique, soit par domaine de compétences, soit par secteur d'activité. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Également, donc, si vous êtes un cabinet de conseil spécialisé donc, dans les domaines du climat, de l'énergie et de l'environnement, je vous invite à rejoindre la PCC. Vous pouvez directement me contacter, je vous mettrai mes coordonnées après. Vous pouvez directement me contacter pour bénéficier du coup de nombreux avantages qu'offre la PCC. Et on est également à la recherche perpétuelle de sponsors puisque nos événements sont gratuits ou quasi gratuits. Et donc on a besoin de sponsors pour continuer à rassembler les acteurs du climat, échanger les bonnes pratiques sur ces sujets et également partager nos connaissances. Donc si vous êtes aussi intéressé pour également sponsoriser nos événements, n'hésitez pas également à me contacter. Donc vous pouvez me contacter soit sur contact@apc-climat.fr. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur notre site internet. Et vous allez recevoir juste après la webconférence un questionnaire. Si vous avez du coup de petites minutes pour pouvoir y répondre, c'est important pour nous pour pouvoir nous améliorer en continu.
Vous allez recevoir également un email, ensuite automatiquement vous pourrez répondre également au questionnaire. Donc n'hésitez pas à répondre, c'est important pour nous. Pour conclure, je voudrais donc tous vous remercier d'avoir assisté à cette webconférence. Je voudrais donc également à nouveau remercier les 3 intervenants et puis Victor pour la gestion des questions. Et remercier aussi tout particulièrement l'ADEME et l'IFC qui est donc un de nos partenaires et qui offre du coup à tous les participants qui ont participé à la webconférence 8% de réduction sur l'ensemble de son catalogue pour s'offrir un code promotionnel via un email automatique qui vous sera renvoyé après la webconférence. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous donc un très bon appétit, une bonne journée et à bientôt. Merci encore. Au revoir.